Chers amis rivaroliens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle lecture du journal Rivarol numéro 3447 du 18 novembre 2020. Allons en page 8 et retrouvons François-Xavier Rochette dans son article intitulé Trump et le Grand Israël. Le judaïsme, pour les partisans du Grand Israël, n'est pas une valeur spirituelle. C'est une manifestation physique du pouvoir dans le monde. Ces Israéliens comprennent que tous les Juifs ne sont pas leurs frères. Certains Juifs sont trop effacés, trop libéraux, trop humains, trop universalistes. Ces Juifs sont les détritus qui seront emportés par le flot de l'histoire. Les nationalistes israéliens doivent remplacer ces alliés juifs traditionnels et l'ont fait en trouvant de nouveaux évangéliques chrétiens, dictateurs africains, néo-nazis européens. C'est une citation de Richard Silverstein. Bien que Donald Trump soit un professionnel génial de la communication, et par cet immense talent diffuse de belles idées d'une manière décomplexée sur l'immigration, la famille, le patriotisme, la liberté, la baisse de la pression fiscale, le refus du confinement et de la dictature covidesque, même s'il a nommé à la Cour suprême des personnalités considérées comme catholiques conservateurs, même s'il ne s'agissait que d'étiquettes, celle-ci les oblige à faire preuve de loyauté envers les convictions censées les animer, et s'il déclare s'opposer à la gouvernance mondiale et à ses plus grosses structures, il est curieux cependant que la mouvance dissidente, qui se réclame ou se réclamait du patriotisme et de l'antisionisme dans une démarche holistique exemplaire, peut être distraite, ne se soit intéressée de plus près ni à l'extraordinaire sionisme du Grand Blond, ni aux conséquences pas toujours très positives de sa politique économique en France et ailleurs. Il y aurait énormément de choses à dire sur l'interventionnisme économique de Trump, qui nuit en particulier à la France, à la Russie et à l'Allemagne. Car derrière le patriotisme virulent d'un personnage haut en couleur, les décisions brutales, unilatérales et pis, car les grands acteurs économiques ne peuvent vivre avec cette incertitude permanente très longtemps, surprenante, signée par Donald Trump, si elles nuisent dans l'immédiat aux pays victimes des sanctions américaines, pourraient bien se retourner contre les États-Unis. L'arme redoutable, utilisée sans compter par Trump, est celle du dollar et de l'extraterritorialité du droit américain. Trump contre Edom. En somme, toute entité commerçant en dollars, et pour de nombreuses raisons il est difficile de ne pas faire des affaires en dollars sur la scène internationale, doit respecter les sanctions décrétées par l'exécutif américain, sous peine d'amendes astronomiques. Impossible d'y échapper, en fonction de considérations très relatives et donc imprévisibles, afin de punir la cible, le président américain condamne directement le pays indocile, ici la Russie coupable de ses actions vraies ou supposées en Crimée, là la Turquie coupable d'emprisonner un Américain, ailleurs l'Iran parce que c'est l'Iran, mais aussi, de fait, mais c'est bien volontaire, ses principaux partenaires commerciaux. Ainsi est-il exigé, mécaniquement, via l'extraterritorialité du droit américain et de son véhicule, le dollar, que tous les acteurs économiques de la cible participent à la sanction. Généralement, les États-Unis ne sont pas perdants, n'étant pas les principaux partenaires économiques des pays visés. Les principales banques françaises ont été victimes de ce stratagème et ont dû débourser des milliards de dollars avant de se désengager de partenariats commerciaux contractualisés. Il en fut de même pour Alcatel, Alstom et d'autres. Dernièrement, la France a reçu un coup extrêmement dur. Et c'est Donald Trump et son administration terriblement néocon, sous son cache-sexe populiste America's First, qui l'ont donné. Un coup de maître, guère commenté par les médias français, complètement soumis à la puissance américano-sioniste. Un coup de maître puisqu'elle dégomme en concurrent
un concurrent mastodonte du secteur pétrolier, Total, tout en asphyxiant le principal ennemi d'Israël, l'Iran. Devant les sanctions américaines contre Téhéran, Total et Peugeot, et bien d'autres entreprises françaises, ont tout bonnement plié bagage. Une véritable fuite orchestrée par Trump et ses néocons. Les multinationales françaises évitant des amendes qui auraient pu se chiffrer en milliards de dollars avant même que Peugeot n'ait pu exporter ses nouveaux véhicules et Total raffiner un nouveau galon d'or noir. Les États-Unis osent, usent et abusent de leur domination qui ne repose finalement que sur un toujours possible déchaînement de la violence, jusqu'à faire tourner en bourrique les nations qui avaient toujours respecté les sanctions internationales et qui avaient cru, sans danger, le fait de réinvestir massivement en Iran suite aux accords que le nucléaire iranien autorisé par Barack Obama. Trump a tout simplement mis à la poubelle ces accords alors que l'Iran les avait respectés à la lettre en se débarrassant notamment de 97% de son plutonium. Une guerre économique au service aussi du Grand Israël, où l'on voit qu'en plus de nuire à la crédibilité américaine sur la scène internationale en matière économique, il appuie de tout son poids la faction israélienne au pouvoir, celle travaillant sans relâche pour l'édification du Grand Israël, Make Great Israel. Familièrement, on appelle ça un strike. Européens et Iran frappés en un seul coup. Là arrive-t-on au sujet incontournable, à l'anomalie, d'abord à la question. Le projet sioniste, celui de Jabotinsky, n'est-il qu'une petite affaire, une question secondaire du Trumpisme, ou son principal moteur? Les patriotes faisant habituellement leur gorge chaude de l'antisionisme n'ont jamais commenté sérieusement le sionisme de l'administration Trump, mais l'ont toujours glorifié pour tout et rien, même pour ses bons mots. Il est pourtant évident que les centaines de discours et écrits de Trump sur le fameux mur, jamais construit, américano-mexicain, ont tous été applaudis dans le vent et ont servi de gargarisme aux groupies d'un homme alors que la réalité politique, la concrétisation de l'agenda sioniste, Trump debout sur la pédale d'accélération, se déroulait sous les yeux de tous. L'ambassade américaine déplacée à Jérusalem, juste un symbole, un détail, alors que depuis bien longtemps, Jérusalem Est devait, pour les autochtones qui espéraient encore devenir la capitale d'un futur État palestinien, la reconnaissance américaine de l'autorité d'Israël sur le Golan. Encore un détail, il faut bien sûr avoir de bonnes relations avec la communauté juive américaine, qui ne demande rien de tout cela, sauf sa fraction likoudnique, minoritaire, blablabla. Le massacre des Palestiniens passé sous silence par l'administration américaine en mai 2018? Où ça? Comment? Des Arabes? Des musulmans? Le 14 mai, apothéose sanglant, 59 morts et des centaines de blessés et de mutilés, tous des civils palestiniens, dont des enfants, au moment où dignitaires américains et israéliens buvaient leur champagne dans la nouvelle ambassade rutilante, sous les rites de vieille Rombière et de l'affreuse Madame Netanyahou. Peu de temps après, Trump retire le financement des États-Unis à l'agence onusienne de soutien aux réfugiés palestiniens et expulse la représentation de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, à Washington. En novembre 2019, l'administration Trump annonce reconnaître la légalité des colonies israéliennes en Cisjordanie, en dépit du droit international. Sous l'égide de Donald Trump, car c'est bien d'un bouclier américain qu'il s'agit, le nombre de logements israéliens construits dans les territoires palestiniens occupés a augmenté de 90%. Le 27 janvier 2020, Trump impose un plan de paix aux Palestiniens qui ressemble à une véritable déclaration de guerre, qui fit sourire jusqu'à la crampe mandibulaire Benyamin Netanyahou. Un plan de paix grotesque,
puisqu'il n'accorde rien à un État palestinien qui devient tout simplement fantomatique dans son texte. Ni armée, ni véritable capitale, ni un territoire géographiquement cohérent, rien. Ce plan de paix est littéralement un plan d'euthanasie de la cause palestinienne. Pourquoi, mais pourquoi la mouvance antisioniste dite dissidente ne dénonce-t-elle pas, à corps et à cri, ce génocide? Au-delà de la Palestine. Nous pourrions nous moquer du sort de la Palestine? Non. Seuls les imbéciles peuvent éluder ce qu'il se passe au Proche-Orient autour des menées sionistes. Le silence des antisionistes officieux de notre petit milieu nous fait penser aux charlatans qui cassent le thermomètre pour ne point voir la température qui monte, qui monte. Le projet sioniste, sous la houlette des turiféraires du Grand Israël, Eretz Israël, Hachlem, ne se limite pas à la liquidation de l'opposition palestinienne. Le Grand Israël est le projet sioniste voulu par les héritiers de Jabotinsky et de son parti révisionniste, et par une très importante minorité sectaire états-unienne. Évangélistes qui croulent sous les dons, Jéhovah, Mormons et on en oublie, tous sont les partisans exaltés ou intéressés du Grand Israël. La seconde venue de Jésus ne pouvant avoir lieu qu'après sa totale création, selon leur exégèse biblique. Outre l'ensemble des territoires palestiniens, le Grand Israël devra occuper la Jordanie, la Syrie, les 3/4 de l'Irak, le tiers de l'Arabie saoudite, jusqu'à Médine, et la moitié du désert du Sinaï jusqu'au Nil. Du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il ne s'agit pas d'un projet chimérique, mais d'un plan patiemment appliqué. Mais tout semble s'accélérer depuis 4 ans avec l'explosion des espoirs nationalistes palestiniens et l'isolement de l'Iran notamment, seule puissance régionale capable de tenir tête à Israël. Où l'on voit que le non-interventionnisme d'un Trump sert l'agenda du Parti du Grand Israël. En 1923, Jabotinsky publie un texte fondamental dans la structuration de sa pensée, La muraille d'acier. Dans ce texte, Jabotinsky critique la démarche du courant sioniste majoritaire et entend promouvoir une politique alternative en Palestine. Le cœur de sa réflexion est la résistance arabe au sionisme, qui pour lui ne pourra que s'amplifier avec la colonisation juive. Le sionisme devra donc s'imposer grâce à une muraille d'acier, une armée juive. On retrouve ici le thème de la Légion juive, dont les 2 principaux acteurs furent Jabotinsky et un certain Trumpeldor, qui est au cœur de l'analyse politique de Jabotinsky. Le sionisme devra s'imposer par la force. Autrement dit, écrit Jabotinsky, le seul moyen d'obtenir un accord dans l'avenir, c'est de totalement renoncer à en obtenir un dans le présent. Ne vivons-nous pas actuellement la concrétisation de la politique de Jabotinsky au Proche-Orient? Le plan de paix israélo-palestinien n'a-t-il pas été imposé sans l'accord des représentants palestiniens? N'apparaît-il pas de plus en plus clairement que les massacres réguliers de Palestiniens et ces opérations d'humiliation d'un peuple qui se bat en premier lieu pour sa dignité ne servent qu'à faire mourir dans l'œuf, ne serait-ce que le début d'un projet d'accord? La tragédie libanaise, l'affaiblissement d'un pays dont la partition ethnique et religieuse a été appuyée par Israël, la situation pour le moins précaire de la Syrie, saignée à blanc, l'Irak, irrémédiablement divisé, ne s'inscrivent-ils pas tous dans la feuille de route des partisans du Grand Israël? La guerre de l'eau. Quid de l'Égypte? L'Égypte fait fréquemment le ménage à l'est du pays, à l'est du Nil, où apparaissent régulièrement des groupes terroristes armés qui semblent travailler à sa déstabilisation. Mais la plus grande menace pour le Caire est ailleurs. Paradoxalement, loin de ses frontières, en Éthiopie. Là où Addis Abeba achève la construction d'un barrage pharaonique sur le Nil bleu,
non seulement pour produire de l'énergie, mais aussi pour détourner l'eau, si précieuse dans cette région, au profit de l'Éthiopie et du Soudan. L'Égypte, souffrant déjà d'une pénurie en eau, risque de ne pas pouvoir surmonter cet assèchement du Nil. L'Égypte tire du Nil 97% de son eau potable et de son irrigation. Or, qui trouve-t-on derrière la construction de ce barrage, produit en grosse partie par une entreprise italienne? Israël, qui aide financièrement l'Éthiopie, mais aussi qui sanctuarise le barrage de la Renaissance, avec notamment un système de missiles antimissiles tout autour de ce dernier. Israël est en somme garant de la sécurité éthiopienne et de ce barrage. Mais que viendrait faire notre bon Trump dans cette affaire? Rien, ou presque. Trump, qui passe pour un ami de l'Égypte d'Al-Sisi, a déclaré tout excité le 24 octobre dernier dans un jeu de dupes où il n'y aura qu'un gagnant. Je cite, c'est une situation très dangereuse car l'Égypte ne sera pas en mesure de vivre de cette façon, a-t-il déclaré à des journalistes en marge d'une cérémonie dédiée à l'accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Je cite à nouveau, ils, les Égyptiens, finiront par faire sauter le barrage. Je le dis haut et fort, ils feront sauter ce barrage, ils doivent faire quelque chose. Fin de citation. Question. Donald Trump sera-t-il encore président des États-Unis quand la situation, le barrage n'est officiellement pas encore en voie de remplissage, même si on constate une montée des eaux due à la saison des pluies, exigera du Caire une intervention physique sur ce barrage protégé par ses plus chers amis? Appuiera-t-il l'Égypte contre le grand Israël? Permettez-nous d'en douter. Reste l'option de l'immobilisme égyptien qui condamnerait l'Égypte à vivre dans une perpétuelle détresse hydrique et ainsi dans une longue agonie. François-Xavier Rochette, Rivarol numéro 3447 du 18 novembre 2020. Chers amis, à bientôt.